Ordinateur, oui. Partage l'écran, oui. Hop là, on est parti. Ok, on est parti. Donc moi, c'est Patrick Sorel. Certains me connaissent déjà, d'autres pas encore. J'ai été enseignant en philosophie pendant une quinzaine d'années, donc en lycée. Et, euh, et en parallèle de ça, j'ai mené des recherches on va dire, avec différents outils de modification de la conscience, ce qui m'intéressait profondément, et notamment avec la respiration holotropique dont j'aimerais bien vous parler ce soir. J'ai pas mal aussi, j'ai fait partie d'une association française qui s'appelle l'IANDS France, qui étudie les expériences de mort imminente et donc l'état de conscience dans lequel peuvent être des personnes qui font cette expérience, EMI en français, NDE en anglais. Et ça m'a beaucoup apporté de choses. À cette époque-là, il y a 4-5 ans peut-être, le temps chez moi est pas très linéaire. À cette époque-là, j'ai commencé à écrire des livres pour pouvoir relater un peu tout ce que j'avais appris, compris de ces différentes expériences. Et maintenant, j'ai décidé depuis quelques années de me consacrer entièrement à ma passion, on va dire, pour ne pas dire vocation, ça fait un peu pompeux aussi, qui est l'accompagnement et le soin à la personne. Donc en utilisant mes outils philosophiques, mes outils en respiration. Et donc voilà, j'appelle ça être philothérapeute. C'est presque un néologisme. On est, j'ai fait des recherches, une petite vingtaine en France à se proclamer philothérapeute, c'est-à-dire à dire qu'on utilise la philosophie pour accompagner les personnes dans leurs différentes épreuves et puis dans leur chemin de vie. Voilà. Oui, et puis j'ai aussi, c'est une des bases de mon travail sur la respiration, était, je dis bien était, sportif, encore un peu maintenant, mais un peu moins. Pendant 18 ans, j'ai fait du hockey subaquatique, c'est du hockey sous l'eau, en apnée, au fond d'une piscine, avec pas le masque tuba. Et j'ai adoré, j'ai fait ça en compétition pendant pas mal de temps. Et du coup, l'apnée, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, encore maintenant, et dont je vous parlerai aussi un peu pendant oh Jean-Luc, pendant cette conférence. Voilà, voilà. J'ai envie pour commencer juste de vous citer Bergson, qui est mon philosophe préféré, peut-être le seul qui fera partie de cette conférence. Dans son dernier bouquin qui s'appelle Les deux sources de la morale et de la religion, quelques années avant sa mort, Bergson a consacré toute sa vie à étudier la conscience et les différents états de conscience aussi. Et voilà un peu ce qu'il nous dit dans son dernier bouquin. Mais tout le long de son travail d'arrangement, de réarrangement et de choix qui se poursuivait sur le plan intellectuel, le musicien remontait vers un point situé hors du plan pour y chercher l'acceptation ou le refus, la direction, en un mot, l'inspiration. En ce point siégeait une indivisible émotion que l'intelligence aidait sans doute à s'expliciter en musique, mais qui était elle-même plus que musique et plus qu'intelligence. Alors, vous pouvez peut-être vous demander qu'est-ce que fait cette citation ici? Et pour moi, elle résume bien une des étapes de la respiration dont je vais vous parler très très bientôt, qui est l'inspiration. Elle résume tout mon travail et elle résume, je crois, la manière dont j'ai envie de placer l'intelligence dans ma vie par rapport aux mécanismes biologiques dont la respiration. Alors, ce soir, on va passer par 3 étapes. Déjà, on va essayer de comprendre dans un premier temps qu'est-ce que ça veut dire qu'inspirer et expirer, philosophiquement parlant. Deuxièmement, on va se poser la question du rythme, quelle est l'importance du rythme de la respiration. Et puis, troisièmement, on va essayer de comprendre dans le mécanisme de la respiration holotropique, qui est une respiration, on pourrait appeler ça paroxystique ou hyperbolique, une respiration en hyperventilation. On va essayer d'aller rechercher l'intensité vraie. Et j'essaierai de vous expliquer ce que j'appelle l'intensité vraie. Ça continue à arriver. Alors, pour commencer, la respiration, c'est souvent décrit comme un phénomène d'échange gazeux. Alors, promis, je ne vais pas vous faire un cours de physique, je ne vais pas vous parler des échanges gazeux à l'intérieur de nos cellules, je ne vais pas vous parler des mitochondries, du cytoplasme et tout ça.
c'est vrai que la respiration, c'est un échange gazeux, mais pour moi, c'est bien plus que ça, puisqu'il y a plein de manières de respirer. Quand on se penche un petit peu sur le règne, par exemple, végétal, on s'aperçoit que la plante a une manière de respirer à la surface de sa feuille et puis même au niveau du tronc et de l'écorce et jusque dans ses racines, qui est une respiration par, je pourrais appeler ça diffusion. C'est-à-dire qu'il y a un échange gazeux qui se fait sans effort, sans mouvement de rétractation et de décompression. Les insectes ont des trachées, les poissons ont des branchies, et puis les mammifères commencent à avoir des poumons. Il n'y a pas que qui ont des poumons. Les oiseaux, ils ont, alors pas des poumons, c'est des espèces de sacs. Il y en a 9 en général dans l'oiseau. Pour aller voir sur Internet si vous voulez. Et un phénomène qui est intéressant quand même chez les mammifères, comme par exemple l'humain ou d'autres mammifères, c'est qu'on a une cage thoracique. Et que cette cage thoracique nous permet, en se dilatant et en se compressant, sous l'impact du diaphragme, d'inspirer et d'expirer. C'est bête, mais la plus grande partie de ceux qui respirent, donc les plantes, les insectes, les poissons et les oiseaux, n'inspirent pas et n'expirent pas. On n'appelle pas ça inspirer et expirer, puisque c'est juste une contraction en général des muscles abdominaux pour, par exemple, les oiseaux ou certains insectes, ou alors juste un mécanisme de diffusion qui font la respiration. C'est chez l'humain qu'on commence à réellement inspirer et expirer. Et si je vous ai mis cette courbe sinusoïdale, c'est parce que pour moi, l'inspiration, l'expiration sont deux temps de la respiration, mais il ne faut pas oublier aussi deux autres temps qui sont super importants et qu'on a tendance à un peu oublier. Alors ce soir, pendant la conf, on va essayer de respirer en même temps que je vous parle. Et moi aussi, des fois, je m'arrêterai pour respirer et pouvoir nous rendre compte que là, par exemple, quand j'inspire, si jamais je suis vraiment attentif à ce qui se passe au sommet de mon inspiration, j'ai, vous remarquez là sur mon schéma, au sommet de l'inspiration, un seuil. Ce seuil-là, on le connaît tous, c'est ce que j'appelle l'apnée haute, c'est-à-dire c'est un seuil de suspension où je vais retenir quelques instants mon air avant de relâcher à nouveau dans le mécanisme qu'on appelle l'expiration, où je relâche un peu tout. Et puis à la fin de l'expiration, j'ai ce seuil bas, que moi j'appelle aussi l'apnée basse, qui est une autre pause dans la respiration, mais qui n'est pas du tout la même pause que l'apnée haute. L'apnée haute, là pour l'instant j'enfonce des portes ouvertes, hein, ok, on y va tout doucement. L'apnée haute, je suis en suspension, je suis en général tendu et je peux avoir vraiment ce mouvement des épaules et de la cage thoracique. Je suis vraiment en recherche de garder en moi tout le plein de l'air que j'ai inspiré. Donc, je suis en suspension, alors que l'apnée basse, je suis plutôt en… là, j'ai le mot qui me venait en tête, décomposition, ou plutôt en décontraction totale. Je suis en abandon, je suis finalement vide de cet air et je peux accepter pendant un certain temps de rester sans cet air. Donc, j'ai bien dans le mécanisme de la respiration 4 temps et non pas 2, comme on dit en général. Travaille ton inspi, travaille ton expi, comme me disait mon prof de gym que j'ai détesté quand j'étais en course à pied et qui me disait trouve ta seconde respiration, tu expires pas assez ou tu expires trop. Il y a aussi ces deux mouvements que sont l'apnée haute et l'apnée basse qui sont très intéressants. Pourquoi? Parce que on peut imaginer que si j'étais un dauphin, et j'ai oublié de vous le dire, mais c'est une de mes passions actuelles, les dauphins. Je suis allé cet été avec, je ne sais pas si Eric a réussi à se joindre à la conférence. La personne avec qui je suis allé étudier pendant une semaine les dauphins en Égypte cet été, et c'était formidable. Euh, si on était des dauphins, on passerait beaucoup plus de temps que nous autres humains en apnée haute, excusez-moi. Parce que le dauphin, il a 3 secondes à la surface pour pouvoir expirer et inspirer, et ensuite il retourne dans l'eau et il fait des apnées hautes, donc des apnées poumons pleins, qui durent entre, on va dire, 30 secondes, enfin ça peut vraiment descendre hein, jusqu'à 4, 5, 10 secondes, mais en moyenne 30 secondes jusqu'à plusieurs minutes quand il plonge vraiment en profondeur pour aller notamment chasser. Donc, si j'étais un dauphin, imaginez-vous quelques instants, quelle serait ma vie? C'est un peu la vie que j'avais quand j'étais en match de hockey subaquatique, c'est-à-dire la plupart du temps, je suis sous l'eau, en apnée, dynamique, c'est-à-dire à faire des efforts intenses, mais en même temps avec de l'air dans mes poumons. Et je retourne à la surface juste quelques instants, prendre une ou deux respirations, et ensuite je retourne.
En hockey subaquatique, on fait des apnées qui durent environ 20 secondes maximum. On n'est pas des apnéistes de 1, 2, 3, 8 minutes. Mais par contre, dès qu'on remonte, on suit le jeu à la surface et on redescend. Donc, on est vraiment comme des dauphins. Et vous pouvez déjà voir que être en apnée haute la plupart de sa vie, par exemple, être un dauphin, c'est très, très différent. Et donc, c'est intéressant de pouvoir s'imaginer la psychologie du dauphin par rapport à ça. C'est très différent de notre mécanisme à nous qui consiste à très peu souvent être en apnée haute. Quand est-ce que je suis en apnée haute? Quand je retiens ma respiration, quand par exemple je suis sous le choc d'une nouvelle, quand je suis en colère dans ma voiture, des fois je retiens ma respiration, je me rends compte un peu après, ou dans diverses occasions. Mais j'admets encore quelqu'un, mais je passe pas beaucoup de temps en apnée haute. C'est pour ça que j'ai tendance à oublier ce mouvement-là dans la respiration normale. Je pourrais aussi imaginer ce que ça ferait si j'étais la plupart du temps en apnée basse. C'est-à-dire si j'étais la plupart du temps poumon vide, dans ce mouvement que vous pouvez des fois rencontrer quand vous êtes en apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, ce n'est pas une apnée haute, c'est une apnée basse. C'est-à-dire j'ai fini mon expiration et puis il n'y a rien qui se passe. Je ne recommence pas à inspirer. Et donc, en général, on a tendance à très mal le vivre pour ceux qui font de l'apnée du sommeil. Déjà parce qu'on se dit, ben, c'est dangereux, je pourrais peut-être mourir. Alors, contrairement aux dauphins, encore une fois, qui, eux, n'ont pas de mécanisme respiratoire, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'empêcher, enfin, comment je vais vous dire ça? Ils sont obligés de choisir d'expirer ou d'inspirer volontairement. Si vous endormez un dauphin, il crève. Parce que dès que sa conscience est éteinte, il n'a plus le mécanisme respiratoire suffisant pour pouvoir renouveler sa respiration. Donc moi, je ne suis pas un dauphin. Quand je fais de l'apnée du sommeil, évidemment que mon corps gère et qu'à un moment donné, il va reprendre une inspiration. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui se passe en moi pendant ce temps d'apnée basse. Quand je fais de la respiration holotropique avec des personnes dont je vais vous parler tout à l'heure, après l'hyperventilation qui dure 5 à 10 minutes, il y a souvent dans les premières phases des gens qui font des apnées basses. Et c'est magique pour eux. C'est-à-dire pendant peut-être des fois jusqu'à 1 minute, ils se sont arrêtés de respirer les poumons vides. Et ils ne meurent pas. Hein. Ils sont juste dans un état que je connais bien, qui est presque extatique. Quand je faisais encore de la compète en hockey subaquatique et que à la fin des matchs, je pouvais rester très longtemps dans l'eau, en apnée basse, sous l'eau au fond de la piscine, je peux vous garantir que c'est un état vraiment, vraiment génial de il n'y a plus rien. Je suis vide. Je suis dans une sérénité liée à cette vacuité qui est assez jouissive, vraiment. Donc l'apnée basse est aussi très intéressante à aller explorer. Si jamais je fais une première synthèse, mon cycle de respiration en 4 étapes, c'est, si je commence par ce qui est écrit en noir, par l'inspiration, c'est souvent par là qu'on commence. C'est, je fais un mouvement qui est un mouvement volontaire ou involontaire chez l'humain de je vais me tendre vers quelque chose que je n'ai pas. Cette chose-là, c'est l'oxygène, on est d'accord, mais à travers elle, c'est bien l'autre chose. Ça peut être aller chercher de l'énergie, aller chercher de l'inspiration, aller chercher des idées, aller chercher des choses qui n'étaient pas encore en moi et vers lesquelles je me tends. C'est ça l'inspiration, c'est je cherche à me remplir de quelque chose que je n'ai pas. Je suis en expansion. Tout mon corps est en expansion vers quelque chose qui le dépasse. Alors on pourrait appeler ça, dans certains vocabulaires, vers une transcendance, puisque l'oxygène par rapport à moi, l'air ambiant par rapport à moi, il est infini, il est beaucoup plus grand que moi, et je suis tendu vers ça. C'est ça l'inspiration. C'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, inspirer, c'est s'avouer à soi-même, philosophiquement, si vous voulez, que je ne suis pas tout puissant, que je ne suis pas capable de m'autosuffire à moi-même au niveau de la respiration, que je suis obligé de quémander, de demander, de tendre vers quelque chose qui est plus grand que moi, qui est l'air. Donc ce mouvement est vraiment, vraiment intéressant. Je vais y revenir juste après. Et qu'est-ce qui se passe quand j'ai fait cette demande, quand j'ai inspiré, quand je me suis laissé inspirer par ce qui n'est pas moi? Eh bien, j'ai envie de retenir ça. Je le retiens vraiment, si vous conscientisez votre respiration, je le retiens vraiment très peu de temps dans ma vie normale. J'ai cette phase-là
qui va redescendre très rapidement, qui est la phase de l'apnée haute, mais je pourrais, si je le voulais, le retenir plus longtemps. À quoi ça me servirait d'être un peu plus longtemps que ça, rempli de cet air, avant d'accepter, parce que c'est vraiment une acceptation, de le relâcher? Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter? Ça pourrait m'apporter, par exemple, ce que Carl Gustav Jung, psychanalyste que j'aime beaucoup, que peut-être vous connaissez, appelle l'inflation. C'est le crapaud qui reste gonflé. C'est celui qui dit, maintenant que j'ai inspiré, je peux, pendant quelque temps, avoir l'illusion que je peux me suffire à moi-même. Et du coup, j'essaye de ne pas expirer. J'essaye de rester gonflé. Alors, évidemment, c'est vain. Vous voyez bien le mécanisme de cette suspension aérienne est fait pour aller à sa fin, est fait pour pouvoir se laisser aller. Et donc, quand j'inspire dans la respiration pleine et entière, je vois vraiment cette vague qui, sans transition, va m'amener jusqu'à l'expiration. Il n'y a pas de transition, c'est pas ça, c'est vraiment quand je suis en apnée haute, je vais automatiquement vers la phase qui va suivre. Quelle est la phase qui va suivre la suspension? C'est la phase que j'aime bien appeler parfois abandon. C'est-à-dire, je choisis de relâcher un peu de cet air que j'ai accumulé, je laisse partir des trucs, je dépose, je relâche, je me détends, je décompresse. Vous voyez tous ces mots. Je vais vraiment abandonner une partie de ce que j'avais pris. Si on imagine que quand j'inspire, c'est plus que de l'oxygène que j'inspire. Si on imagine que c'est des émotions, c'est des idées, c'est de l'énergie qui est là présente partout dans l'air. Certains pourront dire des formes pensées, des égrégores, des champs morphogénétiques, tout ce que vous voulez. En tout cas, si j'imagine que c'est quelque chose d'énergique que j'inspire, il faut bien aussi à un moment donné que j'abandonne ce qui est en moi. Parce que je ne peux pas tout garder, je ne peux pas tout conserver. Donc, expirer, quand vous faites le mécanisme d'expiration, vous voyez qu'il y a quelque chose dedans comme un ballon de baudruche qui se dégonfle. Et on le voit bien dans, par exemple, Ujjayi, en pranayama, qui est Ujjayi, c'est s'il y en a qui font du pranayama un peu, c'est ma respiration pranayama préférée, c'est celle du petit bébé qui expire en mode soulagement, ou c'est celle aussi du mourant, celui qui est justement lâche sa dernière expiration. Donc c'est une respiration avec un léger flux d'air qui passe par la gorge, et on peut faire du bruit pour pouvoir se dire à soi-même, je suis en train de faire cette respiration. Ça donne un râle, ça fait alors, vous n'êtes pas obligé de faire un râle comme ça parce que si c'est en groupe, vous allez avoir le mental qui va vous rattraper et dire là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, vous pouvez le faire aussi en mode. Et ça marche aussi à l'inspire. Mais à l'inspire, c'est beaucoup plus difficile. Parce que justement, vu que j'inspire peu d'air, j'aurai tendance à dire oh là, mais je ne vais pas y arriver, je vais suffoquer. Ça, c'est Ujjayi. Ujjayi à l'expi me montre ce que ça veut dire que lâcher. Ok, lâche. Vous savez aussi, ceux qui ont déjà fait de la sophro ou peut-être de l'hypnose ou de la relaxation quelconque, que la personne va vous dire pour vous décontracter en début de séance, ok, tu es allongé sur ton matelas, tu sens le contact de toutes les points de ton corps avec le matelas, et puis tu déposes chaque partie de ton corps, toujours un peu plus, ton bras, est-ce qu'il y a encore des muscles qui sont tendus dans ta face, tes lèvres, elles ne pendent pas encore assez, relâche tes yeux, relâche tes pommettes. Ça, c'est l'expiration. Ça veut dire, je dépose. Mes amis, déposer, c'est un sacré boulot qu'on fait peut-être pas si souvent que ça. Je dépose. Je dépose ce que je n'arrive pas encore à déposer, ce que je garde encore un peu trop en moi. Et quand je garde trop de choses en moi, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je suis sous pression. Et que le mécanisme suivant, toujours par exemple d'après Carl Gustav Jung, à la surpression, c'est un mécanisme automatique qui va m'amener à la dépression. La dépression étant la dépressurisation, étant vraiment une phase d'apnée basse dans ma vie parce que j'ai trop gardé la pression. Donc avant d'en arriver là, je peux moi-même choisir à chaque expiration, volontairement, de déposer, d'abandonner, pour pouvoir arriver à cet instant-là magique de l'apnée basse qui est je jouis du vide. Vous voyez, dans l'apnée haute, je jouis d'être plein, de m'être rempli. Dans l'apnée basse,
Je jouis de mon vide, de ma propre vacuité. Je jouis d'avoir enlevé une à une, comme dans l'hindouisme, on dit en général, les couches de l'oignon et de pouvoir ne plus rien être. Alors évidemment, je suis encore quelque chose, mais vraiment, je suis un peu plus vide. Donc, 4 temps liés à la respiration. Et je vous engage, quand vous voulez, chez vous, à vraiment expérimenter ces 4 temps avec toute la conscience que vous pouvez y mettre sur cet appel. Je vais appeler ça recevoir. Cet appel à plus grand que moi. J'accepte de ne pas être tout-puissant et d'avoir à recevoir ma nourriture de ce qui me dépasse. Si vous voulez, pour ceux qui ont déjà lu la Genèse, par exemple, c'est l'épisode des Hébreux dans le désert, à la recherche de la terre promise. Et il y a tous les matins la manne qui tombe, qui est donnée par Dieu et qui est une nourriture qui, si jamais ils cherchent à l'accumuler, va pourrir d'ici le soir, mais qui est quand même en abondance. Ils ont juste assez pour pouvoir vivre et ils sont dépendants totalement du don de Dieu, de la manne. Et bien, c'est ça l'inspiration. C'est j'accepte de recevoir quelque chose de plus grand que moi. On n'a pas besoin d'imaginer que ce soit un Dieu ou quoi que ce soit, ce que vous voulez, mais en tout cas, quelque chose qui est plus grand que moi. Ensuite, je suspends, je garde ça en moi. Puis ensuite, je relâche et j'accepte de donner. Dans abandon, il y a don, tout comme dans pardon. Quand je pardonne, qu'est-ce que je fais si jamais j'essaye de le conscientiser ça, eh ben, j'expire. Je fais quelque chose comme et j'expire en général vis-à-vis de moi-même, parce que le pardon, c'est avant tout vis-à-vis de moi-même, et puis aussi vis-à-vis de ce que l'autre m'a fait. J'accepte de déposer ça. Ça ne veut pas dire que je vais oublier, mais juste je le dépose. Je le dépose à la terre, qui peut éventuellement accepter de le recycler. Donc là, sans vouloir faire dans l'ésotérisme, je reste au niveau de la philosophie, c'est-à-dire que ce que je vous donne, ce sont des concepts que vous pouvez accepter ou refuser. Aucun problème là-dessus. Mais ce vers quoi je vais quand j'inspire, on pourrait dire que c'est quelque chose qui est léger. Vous pouvez le sentir vous-même. Quelque chose qui va m'emporter vers le haut. Quelque chose qui va, pour prendre un concept qui me vient de Bergson, qui va m'aspirer. M'aspirer vers comment on va dire, plus que moi. Et du coup, dans l'histoire des idées, on a souvent tendance à assimiler ça au Père, notre Père qui est aux cieux. Du coup, le ciel est souvent assimilé au Père. Et donc, c'est juste un indice. Après, chacun fait ce qu'il veut avec ça. Pour dire que quand j'inspire, peut-être que je vais chercher l'aspiration du Père, métaphoriquement. Par contre, quand j'expire, je fais un mouvement qui est bien différent. Je vais plutôt comme m'affaisser ou m'abandonner à la terre. Je vais plutôt aller vers la densité, vers la pesanteur. Et je vais déposer cette pesanteur. J'accepte de peser et de déposer ce poids. Et donc, il y a une espèce de, ça c'est Newton qui le disait très bien, d'attraction liée à la densité, liée à la pesanteur. Je suis attiré, non plus aspiré légèrement, mais attiré de manière attractive vers cette espèce de grosse boule sur laquelle je suis, quand même, si on y réfléchit, tout à l'heure je vais vous la montrer, qui est la Terre, qui est quand même d'une densité folle par rapport à moi. Et elle m'attire, cette Terre aussi. Et je peux accepter de déposer à chaque expiration quelque chose à ce que j'appelle, alors c'est aussi une tradition qui est effectivement teintée de chamanisme, ou en tout cas de peuple premier, on va dire, ou j'aime pas cette appellation de peuple traditionnel. Voilà, j'aime pas trop non plus, mais bon. Dans tous les peuples traditionnels, il y a cette idée donc de la terre-mère et de la mer sur laquelle on repose. Jérôme, éteindre ton micro, s'il te plaît. J'arrive un peu. Tu veux que je t'aide? Non, c'est bon. Je te laisse y aller. Suivant. Je te laisse éteindre ton micro et je continue. À moins que tu aies une question, Jérôme? Ah, d'accord, ok. Non, c'est bon, je peux l'éteindre. Ok, super. Du coup, pour l'éteindre, tu as un petit symbole micro éteint. Okay. Donc, j'ai vu. hein, la première. Ah, merci, Jérôme. Ah, tu l'as rallumé.
Alors, il est éteint. On joue à micro allumé, micro éteint. Donc, la première philosophie de la respiration que j'avais envie de vous livrer ce soir, vous voyez, il y a très peu d'auteurs. C'est pas mon kiff principal, les auteurs. Déjà, quand j'étais prof de philo, c'est plutôt le fait de jouer avec les idées. Donc, la première philosophie que j'ai envie de partager avec vous au niveau de la respiration, c'est accepter déjà qu'est-ce que veut dire, qu'est-ce que signifient les mécanismes de l'inspiration et de l'expiration, de l'apnée haute et de l'apnée basse dans ma vie et dans ma vie alors spirituelle entre guillemets, en tout cas dans ma vie émotionnelle, dans ma vie psychique. Déjà, est-ce que je sais inspirer? Est-ce que je sais me laisser inspirer? Est-ce que mince, est-ce que je sais, par exemple, c'est le mécanisme de la prière, me laisser aspirer par plus grand que moi? Est-ce que je sais me dire que je ne suis pas tout puissant, que je ne suis pas à moi seul capable de gérer mon énergie, mais que je me relie à ce qui me dépasse, dans un mouvement vraiment de verticalité. Et puis, est-ce que je sais expirer? Est-ce que je sais laisser partir? Est-ce que je sais abandonner? Est-ce que je sais me laisser traverser et déposer ce qui n'est plus utile à la terre? Est-ce qu'encore une fois, je suis capable de ne pas me complaire dans cette toute puissance du non, mais moi c'est bon, je suis capable de gérer, je suis capable de recycler mes propres émotions. Donc pour moi, restaurer la respiration, c'est avant tout garder ce mouvement-là, ce mouvement vraiment sinusoïdal dans ma structure mentale. Là, ce soir, je ne vous fais pas tout un speech sur ma structure mentale parce que ce n'est pas le but, mais c'est aussi quelque chose qui m'est très cher, d'aller analyser la structure mentale de chacun et le tissu de croyances qui fabrique son Tetris. Mais est-ce que dans ce Tetris-là, qui est un peu rigide, je sais mettre du mouvement, le mouvement de l'inspiration et de l'expiration? C'est ça qui me garantit de ne pas m'asphyxier. Alors, vous pouvez déjà avec moi vite fait comprendre à quel point est-ce que quand on imagine ou quand on partage cette philosophie, à quel point est-ce que le port du masque est délicat? À quel point est-ce que quand je généralise le port du masque dans un pays, par exemple, je dis à chacun, recyclez votre propre oxygène. N'allez pas échanger votre oxygène et votre CO2 avec d'autres personnes. Ne vous... Alors, déjà, quand j'ai le masque, c'est plus difficile de me laisser inspirer par quelque chose qui me dépasse. Et puis, quand j'expire mon air et que je le réinspire directement, ce que je fais, c'est être en circuit fermé. Et là, il y a l'espèce d'autarcie, le mythe de l'autonomie qui revient et qui, pour moi, est vraiment dangereux, ce mythe-là. Parce que ça veut dire que je suis vraiment en train juste de travailler en circuit fermé. Et puis, on voit bien que je me protège de ce qui pourrait venir de l'extérieur. Donc, je refuse d'inspirer réellement, de prendre mon air et de trouver ma place. Et puis, j'ai peur de contaminer en expirant. Donc, quand j'ai pas le masque, moi, je dois vous avouer que je le porte assez rarement. Mais quand j'ai pas le masque et que je vais au marché, par exemple, à l'extérieur, bah, effectivement, je me surprends en train d'expirer tout doucement dans ma barbe pour pas potentiellement faire peur à des gens qui pourraient croire que je vais les contaminer par mes virus. Et donc, j'ai une expiration qui est toute menue, toute petite. Et encore une fois, c'est pas un réel dépôt, c'est pas une réelle expiration. C'est pas quelque chose qui est de l'ordre du je lâche. Donc ça, c'est vraiment intéressant de se poser la question de l'impact du port du masque sur une authentique respiration. Alors, c'est là que on va s'arrêter quelques instants pour chacun conscientiser votre respiration et pouvoir voir, observer attentivement comment vous respirez. Donc, moi, je vais ralentir le flow de mes propos pour vous laisser vraiment inspirer. Et puis, je vais vous guider juste un tout petit peu dans cette conscientisation. Comment, comment ça se passe quand j'inspire? Tiens, par exemple, maintenant, est-ce que mon inspiration, elle est plutôt longue, plutôt haute
ou est-ce que j'ai l'impression qu'elle est quand même toute petite? Est-ce que j'arrive à trouver un seuil ou est-ce que j'ai l'impression que c'est bloqué avant d'arriver au seuil? Est-ce que ce seuil, j'ai envie de le maintenir un peu ou est-ce que je me vois tout de suite dans l'intention d'expirer, dans le désir d'expirer? Et juste observer ça. Et puis quand j'expire, comment est-ce que ça expire? Est-ce que c'est genre tout petit menu qui dure longtemps en mode soulagement ou est-ce que c'est un truc qui va très vite? C'est bon, faut que ça parte. Est-ce que c'est une expiration qui est pleine et entière ou est-ce que c'est une expiration où j'ai l'impression que si je vais trop loin, bah ça va pas le faire, je vais manquer d'air. Et à la fin de l'expi, est-ce que je me sens dans le désir juste de garder quelques instants cette espèce de vide dans lequel je suis? Ou est-ce que je me sens incité à inspirer à nouveau assez rapidement? C'est pas la peine de forcer les apnées, juste remarquer comment elles se font naturellement en vous. Super intéressant pour apprendre à mieux vous connaître. Elle dure combien de temps, cette apnée basse? OK. Si quelqu'un a envie déjà de livrer un ressenti, il peut remettre son micro et nous le livrer. Il y a un petit moment qui peut être consacré à ça. Moi, j'ai toujours l'impression que j'arrive pas à inspirer pleinement, en fait. Ça bloque, un truc qui bloque. Et en fait, bizarrement, c'est quand j'ai de l'air dans mes poumons que j'ai l'impression d'étouffer. Ouais. OK. OK. Alors que l'expiration, bah, ça va, quoi. J'ai l'impression de bien expirer avec le ventre et je peux rester à vide. C'est même un soulagement. OK. Donc je veux pas aller jusqu'à faire une psychanalyse en direct de la raison pour laquelle ça se passe comme ça chez toi, ce serait pas cool, mais juste quelques indices si tu veux. Ce qui serait intéressant, c'est de demander finalement pourquoi est-ce que je ne me donne pas le droit d'inspirer plus? Pourquoi est-ce que pour moi, le fait d'avoir les poumons pleins d'air, ce serait potentiellement dangereux? Qu'est-ce qui pourrait représenter ce danger? Ce danger donc d'être étouffé par son propre air. Qu'est-ce qu'on m'a pas donné le droit? Qu'est-ce qu'on m'a pas laissé faire quand j'étais peut-être plus petit et qui fait que maintenant, l'air pour moi dans mes poumons, le fait de trop remplir mes poumons, eh ben, ça pourrait représenter quelque chose qui est pas bien. Tu vois, si tu déployais tes poumons, parce que inspirer à fond, c'est ça, c'est en fait, je prends la place. Si tu déployais tes poumons, qu'est-ce qui pourrait se passer pour ton entourage? Je pense aux parents en premier lieu ou aux conjoints ensuite dans la vie. Qu'est-ce qui pourrait se passer si vraiment je prenais toute ma place? Est-ce que je la prendrais aux autres? C'est une idée que j'ai souvent avec mes élèves quand j'étais en cours encore pu voir apparaître de, vous savez, la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Si je prends de place, je vais la prendre aux autres. Mais il y a de la place pour tout le monde sur Terre. Et quand je prends mon inspiration, j'accepte de prendre ma place, je jouis de cet air-là qui est en moi, ça ne prend pas l'air aux autres. Vraiment. On serait plus de 10 milliards que ça ne prendrait pas aux autres. Il y a de la place pour tous. Donc voilà, c'est juste quelques indices pour dire que en décodage biologique, par exemple, cette idée que ma respiration va bloquer avant d'atteindre son plein déploiement, c'est révélateur aussi de quelque chose que je ne m'autorise pas à faire au niveau de l'inspiration. Avec cette idée, voilà, j'ai pas le droit ou ça pourrait être dangereux. C'est juste
une idée que je donne comme ça et c'est peut-être pas ça. J'avais juste envie de vous signaler aussi, en tout cas, merci Nathalie pour ce partage. J'avais envie de vous signaler que un être humain, dans sa respiration normale, il a une capacité pulmonaire, donc différentialité entre inspi et expi de 6 litres. C'est-à-dire qu'à chaque cycle de respiration, cette courbe que vous voyez là, c'est 6 litres qui est brassé normalement. Or, vous savez combien j'embrasse normalement des litres quand je respire normalement? 1,5. C'est-à-dire que je suis à 25% d'efficacité, 25% de remplacement de l'air qui est dans mes poumons. Et si jamais je respire de manière paroxystique, en m'hyperventilant, j'arrive jusqu'à max 75%, 3/4, 4,5 litres. Et donc, il y aura 1,5 litres d'oxygène, de CO2, d'air qu'on appelle résiduel, que j'ai beaucoup de mal, même pour les apnéistes chevronnés, à remplacer, à aller chercher. Un dauphin, dans sa respiration normale, il est à 95% de sa capacité pulmonaire recyclée à chaque cycle respiratoire. Du coup, c'est pour vous dire que j'ai de la marge encore avant de déployer pleinement mes poumons et avant d'accepter de prendre mon espace. Alors, je continue parce que je ne vois pas l'heure avancer, mais j'imagine qu'elle avance. Elle avance car il est déjà 8h moins 10. On en vient au rythme. Vous voyez que le rythme de ma respiration, comme les battements de mon cœur, peut avoir donc aussi une question de fréquence. Donc il y a l'amplitude, effectivement, mais aussi la fréquence respiratoire. Oui, il y a différentes manières de respirer et dans notre vie, parce que là, je vais bientôt dépasser la respiration purement physique et je vais aller dans le cycle de ce que l'on vit sur une plus longue durée, vous allez voir. En tout cas, dans notre vie, il y a plusieurs manières de respirer. Est-ce que, par exemple, je vais mettre beaucoup de temps quand je suis dans la phase d'apnée basse, la phase vraiment de repos avant de prendre une nouvelle inspiration? Est-ce que dans ma vie, je vais mettre beaucoup de temps pour rebondir, pour inspirer à nouveau? Ou est-ce que c'est un truc comme dans la courbe du bas où je suis dans l'hyperactivité? Vous voyez, ce truc-là, vous pouvez déjà imaginer à mon rythme de parole que je suis plutôt en bas qu'en haut. Et que du coup, à peine je me suis laissé inspirer par une idée, par une action, que j'abandonne le truc au sens je me relâche et que je fais une petite pause, mais ça ne me convient pas cette pause. Donc, je recommence à inspirer. Comment se passe le cycle respiratoire de ma vie? Pour pouvoir envisager ça, pour pouvoir voir quelle est l'incidence de ma respiration de vie, je vais faire un petit tour 2 secondes du côté des plantes. J'ai passé juste un slide parce que ce n'est pas maintenant que j'ai envie de vous le montrer. Les plantes. Parce que les plantes respirent. Et on a tendance à se dire, les plantes, elles respirent plutôt la nuit parce que les jours, elles sont en pleine photosynthèse. Donc, elles inspirent du CO2, elles expirent de l'oxygène. Et la nuit, alors, Jérôme, si tu veux bien couper ton micro, c'est très gentil parce que tu es en écho. Ouais, super, merci Jérôme. Donc, on a tendance à dire que les plantes, elles respirent la nuit et qu'elles photosynthétisent le jour. En fait, les plantes, elles respirent toute la journée. Mais c'est vrai que leur activité respiratoire, l'oxygène qu'elles prennent, parce que ce n'est pas de l'inspiration pendant la journée, est faible par rapport au mécanisme qui se produit la nuit. C'est sûr. Mais on pourrait se dire, si on passait outre l'échange gazeux oxygène-CO2, qu'il y a une respiration de la plante qui fait que la journée, elle a une certaine activité et la nuit, elle a une autre activité. Donc, c'est aussi une respiration, non plus en mode échange gazeux, mais en mode quel est l'état énergétique dans lequel je suis. On pourrait dire que la journée, c'est high level, parce qu'il y a de la lumière et de la chaleur. Du coup, je suis en mécanisme d'activité qu'on pourrait nous comparer à l'apnée haute quand je suis vraiment, par exemple, en apnée sous l'eau dynamique en train de jouer à un jeu où je suis vraiment à fond, que je retiens ma respiration et que j'y vais. Ça serait un peu ça. Et puis la nuit, c'est je relâche un peu tout, quoi. Puis vous voyez que c'est pareil pour l'été et l'hiver. L'été, les plantes sont dans une hyperactivité et l'hiver, elles sont dans une hypoactivité. En général, elles se dévêtissent de leurs feuilles, de leurs organes,
d'activité principale, de nourriture principale. Parce que l'hiver, il y a moins de chaleur et moins de lumière. À l'échelle de la Terre, et là maintenant, je vais vous partager une petite vidéo qui, vous allez voir, est assez évoquante. À l'échelle de la Terre, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Alors, ça va être… Le partage d'écran s'est arrêté car la fenêtre partagée a été fermée. Je sais. Je reprends le partage d'écran et là, je vais vous partager cette vidéo. Vous allez me dire si vous la voyez. Voilà. Qui est… Alors, ça a été… Vous la voyez tous. Comme quoi, des fois, la NASA sert à quelque chose. Pam, petite pique. Ça, c'est la respiration de la Terre, on pourrait dire. Ou plutôt, c'est la NASA qui, depuis 1997, a pris de différents satellites, a capturé le taux d'O2, le taux de CO2 et le taux de chlorophylle à différents endroits de la planète. On voit que c'est aussi bien dans les océans, c'est le phytoplancton, que sur Terre. Et on voit, par exemple, on peut voir l'été et l'hiver. L'été, et on peut voir aussi qu'au pôle sud et au pôle nord, l'été et l'hiver ne sont pas exactement les mêmes. Mais quand tout devient vert, par exemple dans les océans, comme maintenant, là on est en plein été, en pleine activité. Puis ensuite, on voit la neige du pôle nord qui redescend l'hiver. C'est ce qui va se passer maintenant, qui redescend. Et en même temps, l'activité photosynthétique est beaucoup moins importante. Et donc, on a vraiment ce qu'on peut appeler le poumon de la planète, puisque la moitié de l'oxygène produit sur notre planète est produite dans les océans. On a vraiment une respiration de la planète qui est rendue visible par l'activité photosynthétique des plantes sur Terre et dans les océans. Donc, je vous laisse le regarder encore quelques instants. Moi, ça me donne vraiment l'impression, et je crois que ce n'est pas qu'une impression, bien que ce soit métaphorique, que la Terre respire, que la Terre a un rythme respiratoire qui est très accéléré. Parce que chaque cycle, c'est été, automne, hiver, printemps, été, automne, hiver, printemps. Et donc, dans la sinusoïdale de la respiration, chaque cycle complet se fait en 4 temps. Et ça se fait vraiment sous forme de vagues. Quand j'ai vu cette vidéo, qui va bientôt s'arrêter, donc je vais maintenant revenir à mes slides. Si jamais j'y arrive, ils sont là. Ouais. Est-ce que ça va marcher? Oui. Quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a vraiment fait prendre conscience que les petites images qu'on me distribuait quand j'étais petit à l'école sur les arbres qui perdent leurs feuilles en fonction des saisons, comme je vous ai montré là, en fait, ça peut être considéré, vous allez me dire de manière métaphorique peut-être, mais plus que ça, peut-être, vous allez voir, de manière philosophique, comme une respiration. Si on commence par le printemps, on pourrait dire que le printemps, c'est l'inspiration de la planète. C'est le fait qu'elle bourgeonne, elle se remette en marche, elle se réactive. Et puis l'été serait vraiment l'époque de la pleine activité. Je suis suspendu dans mon activité, je suis vraiment au taquet dans mon activité. Puis ensuite, je dépose les feuilles, je relâche tout ça, je laisse tomber à la terre. Et c'est l'automne. Et puis l'hiver, je suis plutôt en mode pause basse, apnée basse, intériorisation. Et le cycle, je sais qu'il va redémarrer. Mais pour l'instant, je me laisse l'opportunité juste d'expérimenter cette pause. Et donc, moi, quand je respire mon hiver, combien de temps il va durer? Combien de temps je me laisse l'opportunité de continuer la pause avant de nouveau inspirer, avant de nouveau bourgeonner, avant de nouveau me tendre de manière désirante vers quelque chose d'autre que moi? Combien de temps je me laisse me reposer? Et puis quand je suis en pleine activité, cette pleine activité, par exemple, moi qui suis un humain, je vais la maintenir toute l'année, même l'hiver. Et même en plein hiver, je vois les gens, dont moi, qui s'activent comme en plein été. Alors que normalement, en hiver, je ne suis pas dans la même énergie, je ne suis pas dans la même activité. Donc combien de temps je peux tenir mon été sans tomber de fatigue et sans à un moment donné rendre les armes, sans à un moment donné redéposer les feuilles? Donc vraiment, si on reprend le cycle de la respiration que je vous ai remontré là, on s'aperçoit que l'automne et le printemps, dans ma respiration, ce seraient finalement les mouvements qui font la transition entre l'apnée basse, qui est l'hiver, et l'apnée haute, qui est l'été,
qui sont des seuils, des paroxysmes, paroxysmes d'énergie, paroxysmes de vide d'énergie. Et ce que je considère en général dans ma respiration, inspiration, expiration, comme les deux phases principales, s'avèrent peut-être n'être que des transitions, que le passage d'un état à un autre. En réalité, vous savez bien qu'il n'y a pas d'état, parce que tout passe en permanence, et même l'été est un passage, l'hiver est un passage, donc je passe en permanence d'un mouvement à un autre. Si on reprend aussi maintenant ce cycle-là, qui tend entre la légèreté et l'aspiration vers le ciel, la pesanteur, l'attraction vers la terre, on s'aperçoit bien que l'automne, de manière symbolique, mais peut-être pas que, c'est l'attraction vers la terre. C'est vraiment le fait que je dépose les feuilles, je dépose les armes, je me réintériorise et donc je tends vers la terre. Et l'inspiration, c'est le contraire, c'est le printemps, c'est l'aspiration à l'air, à prendre son air, à monter. On voit bien tous les bourgeons, les feuilles et les branches qui remontent vers le haut. Et donc, on a déjà deux éléments, vous voyez où je veux vous emmener, qui sont la terre et l'air, qui correspondent peut-être à ces deux saisons, qui sont l'automne et le printemps, et à ces deux phases de la respiration, que sont l'expi et l'inspi. Alors, le feu et l'eau, pour l'instant, on ne sait pas trop pourquoi est-ce que le feu serait en apnée haute et pourquoi est-ce que l'eau serait en apnée basse. Vous pouvez déjà deviner un peu, a priori, que l'apnée haute, c'est vraiment le feu qui brûle et qui se consume s'il dure trop longtemps. C'est vraiment l'hyperactivité. Et l'apnée basse, ce serait finalement l'eau qui est l'intériorisation émotionnelle maximale. Le fait que je suis vraiment, et vous allez voir, on va faire des liens juste après. Je suis vraiment en moi, dans mes émotions. Donc la Terre respire. Et j'ai trouvé sur Internet cet autre. Alors ça, c'est vraiment un mélange un peu syncrétique des directions en chamanisme, des éléments, par exemple dans la médecine d'Hippocrate, des fluides, des humeurs et des tempéraments. Vous savez que pour Hippocrate, il y a 4 fluides qui sont 4 liquides qui coulent dans le corps humain, qui correspondent à 4 tempéraments et qui correspondent aussi aux 4 saisons et aux 4 éléments et aux 4 directions. Et donc, à chaque fois, l'idée, c'est de faire un équilibre entre sec, chaud, froid, humide. Par exemple, on pourrait se dire, quand je suis dans mon été, donc je suis tourné vers le sud, qui est vraiment quand même le chaud, et si je reste trop longtemps dans mon été, ça pourra occasionner un comportement nerveux, un comportement colérique, un comportement vraiment qui est… d'ailleurs, quand je suis en colère, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis souvent en apnée haute. Je suis au taquet, je suis prêt à me battre. Ce qui peut se passer des fois quand on m'impose une restriction de déplacement ou un port du masque alors que je n'ai pas envie. Là, je suis vraiment prêt à en découdre. Et puis, on peut voir aussi, à l'inverse, quand je suis dans mon hiver, quand je suis tourné vers le nord, je suis plutôt flegmatique. C'est-à-dire, en gros, flegmatique, c'est… je n'ai pas eu le temps d'accepter quelqu'un qui est arrivé, mais ce n'est pas grave. Flegmatique, ça veut dire je suis plutôt presque apathique. Je suis plutôt… vraiment, d'un point de vue extérieur, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe à la surface. Est-ce que tu vis encore? Ouais, c'est bon. Je te mets en PLS. Et en fait, ça se passe à l'intérieur. Mais à l'extérieur, ça se voit un peu moins, comme dans les arbres en hiver. Et puis voilà, quand je suis dans mon printemps, je suis tourné vers l'Est. L'Est est quand même l'endroit où le soleil se lève. Je suis dans le renouveau. Je suis plutôt dans la sève qui monte dans les feuilles, donc le sang. Et vous voyez bien le désir qui revient. Et quand je suis à l'ouest, là, je suis plutôt tourné vers le fait de déposer les choses et plutôt vers le passé, vers l'abandon de ce que je retiens peut-être encore un peu. Donc tout ça, c'est assez métaphorique et ça peut paraître très, comment on va dire, aérien, très éthéré. Mais en fait, quand on y réfléchit et quand on cherche à l'appliquer à sa vie pour se demander où j'en suis aujourd'hui dans ma vie, ça peut être vraiment intéressant de se dire dans quelle phase de respiration dans ma vie je me situe maintenant. Là, du point de vue extérieur, je suis à la fin de l'automne. Je vais bientôt entrer dans l'hiver. Mais là, moi, où est-ce que j'en suis actuellement? Et puis, vous savez bien qu'il n'y a pas que le soleil qui impacte mon comportement. Et bien évidemment, je vais y venir. Il y a aussi… Ah ouais, je l'ai oublié cette slide. Donc voilà, je vous ai déjà tout dit. Je vous le refais quand même.
Quand je suis dans mon été, dans mon apnée haute, ma phrase préférée, ça pourrait être de dire « je tiens le coup ». Parce que là, c'est pas encore fini, je peux pas encore me relâcher. Puis quand je suis plutôt dans mon automne, ben je lâche tout et je dépose les feuilles. Quand je suis dans mon hiver, c'est plutôt je fais une pause, j'en ai marre, j'arrête. Et quand je suis dans mon printemps, c'est allez, c'est reparti, on y va à nouveau. Donc c'est vraiment un cycle en 4 temps. Donc je vous disais que on n'est pas que solaire, on est aussi lunaire. Alors on a tendance à dire que les femmes sont plus dans un cycle lunaire et les hommes plus dans un cycle solaire. Peut-être, ok. Mais évidemment, ayant chacun du yin et du yang, du féminin, du masculin, on a chacun les deux cycles qui se matérialisent pas de la même manière, certainement, mais qui nous affectent aussi. Quand on dit de quelqu'un qu'il est lunaire, c'est-à-dire qu'il est très influençable par le cycle de 28 jours qui est celui de la Lune, et ça a l'air d'être un défaut. Mais en vrai, je suis aussi influencé par le cycle lunaire, et donc tous les 28 jours, je passe aussi par différentes étapes. Quand je suis une femme, je le sais bien dans mon corps que je passe par ces étapes. Et là, je voulais vous mettre une photo de ce parcours en 28 jours de la Lune, pris donc par un photographe qui vient tous les jours au même endroit et qui donc nous montre finalement, ça c'est génial aussi, que même dans le ciel, la Lune décide cette sinusoïde, qui est le moment de sa respiration à elle. Et cette respiration-là, au niveau de la Lune, elle se fait aussi en 4 temps. La pleine Lune, c'est le moment de l'énergie max. Et si moi, je suis sensible à la pleine Lune, c'est le moment aussi où je suis au taquet, où je suis dans mon feu, où je suis dans mon été, où je peux faire vraiment même des conneries. Je suis comment on va dire, je suis émotionnellement assez sensible. Puis ensuite, il y a la Lune descendante. Ça, c'est l'automne, c'est le retour sur soi. Et puis, on en vient à la nouvelle Lune, qui est la Lune du renouveau, qui pourrait correspondre à mon hiver. Puis la Lune ascendante, qui est le retour de la créativité. Donc, j'ai un cycle lunaire, comme j'ai un cycle solaire. Je vous disais, chez la femme, ce cycle lunaire, on appelle bien ça aussi le cycle lunaire, le cycle des lunes, il est corporellement marqué, ce qui est à la fois parfois difficile à vivre, très certainement, et à la fois aussi un atout immense que de pouvoir avoir cette respiration qui se matérialise. Alors que moi, dans mon corps d'homme, si je ne vais pas chercher à l'inscrire, elle ne va pas se matérialiser toute seule, et donc je pourrais passer des mois et des mois dans mon été, par exemple, avant de tomber de fatigue, ce qui en général est ce qui se passe pour moi. Donc, quand je suis dans mon cycle lunaire, eh ben, mon ovulation, c'est mon feu, c'est mon été, c'est mon apnée haute, si vous voulez. C'est vraiment ma pleine lune. C'est le moment où je suis au max de l'énergie potentielle de créativité que je pourrais développer. Puis ensuite, ben, j'expire et ensuite, j'ai ce qu'on appelle les lunes. Donc là, il y a l'eau qui revient, qui est très intéressante. Dans vous savez, les pratiques chamaniques de quête de vision, où on reste 4 jours et 4 nuits dans la nature, sans boire, sans manger. Et ça, 4 années de suite, chaque année correspondant à une énergie, à une saison, à quelque chose à travailler. On dit en général, les chamans disent, les hommes, ils le font à la rude, sans eau et sans nourriture. Et les femmes sont autorisées à boire parce que eh ben, elles rendent aussi de l'eau. Pour eux, le fait d'avoir ces lunes, c'est aussi le fait de donner de son eau. Et donc, c'est quelque chose qui est respectable et qui, en retour, fait qu'une femme, elle va boire pendant la quête de vision dans le rituel chamanique. Après, on en pense ce qu'on veut, du bien, du mal. C'est peut-être aussi une distinction qui n'a pas lieu d'être, mais c'est comme ça qu'ils font. Donc, je suis dans mon eau, je suis dans mon intériorisation, et puis ensuite, eh ben, je remonte. Quand je dis je, ben, j'ai jamais vécu ça, hein, j'ai pas eu en tout cas pas dans cette vie. Je remonte, c'est la lune ascendante, c'est le désir qui revient, c'est l'inspiration, et on sait que voilà, après avoir lâché mes lunes, quand le cycle revient, je suis à nouveau dans cette phase de désir ascendant. Du coup, avant de vous montrer ça, j'avais envie de revenir maintenant à à cette slide-là pour vous dire deuxième manière d'envisager la respiration au niveau philosophique. Comment j'envisage le rythme de ma respiration dans ma vie? Est-ce que je sais me reposer? Est-ce que je sais ralentir le rythme? Est-ce que je sais accepter de rester quelques instants en apnée basse, vide, avant de recommencer?
est-ce que je sais parfois si mon corps me le dit de force et me met en dépression, est-ce que je sais accepter cette absence de pression? Est-ce que je peux m'accueillir dans le vide dans lequel je suis parfois? Je vous le dis parce que pour moi, c'est quand même assez difficile. Et d'ailleurs, un petit indice qui est intéressant pour voir où est-ce que vous en êtes par rapport à votre cycle, vous, de respiration. Moi, ce que j'adore et ce que j'ai tout de suite vu que j'adorais le plus quand je faisais des apnées basses, c'était que pendant ces moments-là que je m'autorisais au fond de la piscine, sans air, j'étais vraiment en train de rien faire, de rien, et totalement vide. Et c'était jouissif parce que dans ma vie, je ne m'autorise pas ces instants-là. Et donc, pouvoir se les autoriser quelques temps, c'est waouh, soulagement. Et pareil, si à un moment donné, j'ai l'impression d'être trop souvent en apnée basse, trop souvent dans cette phase de repos, que j'essaye, si possible, de m'autoriser à déployer le plus possible mes poumons et à voir, est-ce que c'est, alors au début ça va pas être jouissif, mais est-ce que c'est bon ou pas bon de garder mes poumons pleins? Est-ce que je peux réussir pendant quelques instants à trouver sensuellement du plaisir à ça, ou est-ce que vraiment c'est trop difficile? Est-ce que je pourrais, par exemple, vraiment en faisant des mouvements, en écartant mes épaules, vraiment trouver du plaisir à être poumon plein? C'est comme ça que je reprends l'énergie en général et que j'accepte à nouveau d'être rempli. Donc, ça, c'est la deuxième partie. C'est est-ce que je sais jouir, me faire plaisir, me projeter en avant sans me culpabiliser, comme peut-être ça a été fait quand j'étais enfant ou comme peut-être l'humain adore faire en agitant le spectre de l'ego. Tu es égoïste. Est-ce que je sais aussi, à un moment donné, passer outre cette culpabilisation, voire cette humiliation qui voudrait m'empêcher de pousser trop haut, qui voudrait m'empêcher de prendre mon air, de prendre ma place? Est-ce que je sais arriver à faire ça dans ma vie? Donc, c'est intéressant de retrouver un équilibre dans sa respiration. Et cet équilibre, vous remarquerez, il n'est pas statique. C'est pas je suis en position du Bouddha en recherche de nirvana. Le nirvana étant, entre parenthèses, l'extinction ultime dans la philosophie hindouiste. Et donc, c'est-à-dire l'apnée basse éternelle. Donc, c'est pas vraiment une respiration, c'est l'arrêt de la respiration qui est la vie, qui est le samsara pour les hindous, le cycle des renaissances. Donc, est-ce que moi, tant que je vis, parce que maintenant je vis, je suis capable de trouver cet équilibre comme ça, qui n'est pas un arrêt dans la respiration, mais qui est vraiment une acceptation de mes différentes phases. Une acceptation, par exemple, ça c'est un travail difficile et méga intéressant pour les femmes, et nous les hommes, c'est la même, une acceptation de mes différentes phases, une acceptation de là où j'en suis actuellement. Et donc, je reviens à la spirale. J'espère que ça va, que vous n'êtes pas en train d'être en asphyxie sous l'impulsion de mes paroles continues. C'est bientôt fini la deuxième phase, promis. Pour moi, alors on pourrait avoir cette impression que ce cycle-là, il est répétitif et du coup, je n'avance pas dans ma vie. Je reviens toujours aux mêmes endroits, vous voyez, tous les 28 jours ou toutes les années ou régulièrement. Cette histoire, cette manière circulaire de voir l'histoire, ça n'avance pas. Mais en fait, j'aime bien envisager, moi, la respiration comme une spirale. C'est-à-dire que cette sinusoïdale, elle avance quand même. J'avance dans le temps. Je me baigne jamais deux fois dans le même fleuve, comme disait Héraclite. Et du coup, mon hiver, il va être suivi par un printemps, un été, une automne et un nouvel hiver. Mais ce nouvel hiver, il ne sera pas le même que celui d'avant. Il sera un peu plus haut. Et donc, je peux avoir l'impression dans ma vie de revenir souvent aux mêmes phases d'apnée basse ou d'apnée haute ou d'inspi ou d'expi et me dire, en fait, j'ai pas bien évolué. Mais vraiment, regardons attentivement. Est-ce que je suis toujours le même? Est-ce que ce que je revis comme étant identique à ce que j'ai vécu déjà, c'est pas différent du fait même que je sais que je l'ai déjà vécu une fois et que du coup, je ne suis plus le même? Peut-être que je supportais, là, je ne supporte plus. Ouais, mais ça veut dire que j'ai changé. Je suis plus le même. Donc, cette respiration, c'est aussi ce mouvement de spirale qui, évidemment, peut être dans les deux sens. Il y a des moments dans ma vie, il faut l'accepter, où la spirale elle est descendante, où je suis vraiment, j'ai l'impression que à chaque fois que je reviens à la même phase, je suis un peu plus bas. Jusqu'où je vais être un peu plus bas, jusqu'où je vais descendre. Puis à un moment donné où il va y avoir un déclic et ça va remonter. Et je vais
à nouveau trouver de l'air, à nouveau prendre mon air et à nouveau monter un peu plus haut. Donc, pour moi, vraiment, le mouvement de la vie, il est comme ça. De toute manière, c'est le… Enfin, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, mais cette double hélice, c'est l'ADN. C'est je descends, je monte dans ce qu'on peut appeler la Kundalini ou ce que vous voulez. En tout cas, dans cette énergie qui est en moi et qui est une énergie spiralaire. Ça m'amène au dernier temps. Comment est-ce que je peux utiliser ma respiration maintenant que je sais ce que ça veut dire réellement qu'inspirer et expirer? Maintenant que je sais ce que ça peut représenter dans ma vie, cette question de rythme respiratoire et d'acceptation des différentes phases, comment je peux aller à la rencontre de ma respiration la plus intense? Celle qui va peut-être me permettre de me dépasser moi-même. Alors, vous allez voir ce que j'entends par se dépasser soi-même. Ça veut dire aller l'espace de quelques instants au-delà des barrières mentales que je m'impose normalement, traditionnellement. Ça, pour moi, c'est la respiration holotropique ou respiration profonde. J'aime bien l'appeler respiration profonde parce qu'on va aller à la fois chercher dans la profondeur d'une respiration et puis on va aller en même temps creuser dans sa propre profondeur qu'on appelle l'inconscient, qui parfois est vécu comme étant noire et pleine de trucs pas cool, mais qui en fait est aussi méga intéressante parce qu'elle est pleine de ressources. Et ça, en hypnose ericksonienne, on le sait depuis longtemps, que ma profondeur est un ensemble de ressources. Donc, premièrement, j'ai envie de chercher avec vous parce que quand j'explique aux gens qui viennent faire des ateliers ou des stages de respiration profonde avec moi, qui vont devoir s'hyperventiler quelques instants, le premier réflexe, c'est la peur, c'est la panique. C'est-à-dire, il va falloir que, est-ce que je ne vais pas m'évanouir? Est-ce que je ne vais pas tomber dans les pommes? Si à un moment donné, je fais… Est-ce que réellement, je ne vais pas tomber dans les pommes? Si je ne respire pas comme ça normalement, il y a toute cette idée que l'hyperventilation, ça amène à la syncope. En fait, non, l'hyperventilation, ça amène à la syncope si je m'hyperventile avant de faire de l'apnée sous l'eau et que je fais de l'apnée statique. Ce qui l'hyperventilation amène, c'est ça retarde le réflexe respiratoire et je pourrais mettre la machine en stand-by sous l'eau avant d'avoir eu le réflexe respiratoire parce que j'ai le taux de CO2 dans mon sang, eh ben, il était inférieur au taux de CO2 qui déclenche le réflexe respiratoire, donc je tombe en syncope. Ça, c'est juste dans le métabolisme sanguin. Mais s'hyperventiler, de toute mon expérience, ça n'a jamais fait s'évanouir quelqu'un. Au contraire, ça va provoquer et déclencher un certain nombre de mécanismes psychologiques. Donc, première chose, pour revenir à mon slide, il faut bien voir que ma respiration, elle est au moins autant source d'équilibre que de déséquilibre. C'est la même chose que ma marche. Quand je marche, si je reste debout statique, je ne suis pas en déséquilibre. Dès lors que je commence à lever un pied et aller de l'avant, je suis en déséquilibre. Ma respiration, c'est la même. Elle me met en déséquilibre à chaque nouvelle phase, à chaque nouvelle inspi, à chaque nouvelle expi, à chaque apnée haute, à chaque apnée basse. Et en même temps, l'idée, c'est de rechercher l'équilibre dans le déséquilibre. Une espèce de mouvement de funambule. Donc, respirer, c'est être en déséquilibre, le plus équilibré possible. Et puis, ma respiration, elle est là pour s'adapter à mon effort. Si je fais un effort intense, vous voyez, comme ça, voilà, je ne suis pas vraiment en effort encore, mais si je fais un effort intense, ben, je vais respirer plus pour pouvoir s'adapter à mon effort. Et donc, ma question, c'est qu'est-ce qui se passe si je m'hyperventile et que j'augmente mon amplitude et ma fréquence respiratoire sans faire un effort? En étant allongé sur un matelas, les yeux fermés, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous pouvez vous imaginer que c'est comme si je laissais couler l'eau de la baignoire et qu'il n'y avait pas, alors il n'y avait pas le petit truc là qui fait que l'eau, vous savez, elle coule dans le siphon et elle ne peut pas faire déborder la baignoire, mais je l'ai bouché aussi. Et du coup, j'ai bouché tout ça et je laisse l'eau couler et ça déborde. Et la question, c'est qu'est-ce qui déborde? Qu'est-ce qui va déborder quand je m'hyperventile en respiration profonde? Alors, c'est un gros suspense et je vais vous donner des exemples assez rapidement. Avant de vous donner des exemples, je voudrais faire une petite distinction philosophique entre intensité et intensité. Pour dire en respiration profonde, on est en recherche d'intensité. Mais on critique assez souvent, actuellement, c'est tout le mouvement des slow food, slow life, slow sex. On critique cette intensité qui est une intensité compulsive,
consumériste dans laquelle on est trop souvent. Cette intensité-là, c'est ce que j'appelle l'intensité quantitative. C'est l'intensité du « il m'en faut plus, il m'en faut toujours plus, il m'en faut encore plus ». C'est une forme d'addiction au plus, une addiction qui fait que, vu que je m'accoutume à l'intensité, j'ai toujours besoin d'avoir plus d'intensité pour ressentir l'intensité. C'est un cercle vicieux, le cercle vicieux de la dépendance. Donc évidemment, cette intensité-là, ce n'est pas elle que je recherche en respiration holotropique. Je ne vais pas respirer plus pour respirer plus. Je ne vais pas m'hyperventiler pour essayer de trouver une intensité quantitative. De toute manière, je vais assez vite trouver mes limites. Elles sont assez claires dans mon corps. Par contre, ce que je recherche, c'est une intensité qualitative. La deuxième manière possible de considérer l'intensité, le carpe diem, le vis le jour à fond, c'est pas vous savez, le carpe diem, on va dire adolescent pour être méchant, de fais le plus de choses possible dans ta journée pour pouvoir avoir l'impression le soir que tu as vécu. C'est pas ça. C'est le carpe diem du chaque instant, vis-le le plus pleinement possible. Chaque instant, vis-le le plus intensément possible. Et pour ça, il faut simplifier. Il faut enlever tout ce qui est inutile et qui nous empêche de profiter de l'instant pur. Il faut affiner la perception. Il faut passer du grossier, de celui qui cherche à accumuler des sensations, de vitesse, de tout ce qu'on veut, au subtil, de celui qui, juste par exemple, vous savez, comme dans le mouvement authentique ou comme dans les différents stages liés au corps subtil, où je vais essayer de voir finalement qu'est-ce que ma main, par exemple, va pouvoir aller rencontrer dans l'air. Et quand je commence à enlever des choses et à ne rester juste que sur la sensation de ma main, alors là, il y a plein de choses qui apparaissent. C'est d'une intensité folle et c'est l'intensité qualitative. Vous savez, John Lilly, ce scientifique qui est passé pour un peu foufou, qui étudiait les dauphins, c'est un des protagonistes du roman que je suis en train d'écrire sur les dauphins actuellement. Il a inventé le caisson d'isolation sensorielle, qui est un caisson de privation sensorielle, où on est dans le noir, parce que le caisson est obscur, on flotte dans de l'eau à température corporelle et une eau qui est hyper salée, chargée en chlorure de magnésium, ce qui fait qu'on flotte. On ne touche pas les bords parce qu'ils sont assez éloignés. Donc, le caisson est insonorisé. Du coup, on n'a plus ni l'ouïe, ni la vue, ni le toucher, ni l'odorat, parce que ça sent rien, ni, qu'est-ce que j'ai oublié bref, le goût, on s'en fout, il n'y a rien à goûter là-dedans. Et donc, on est vraiment en simplification maximale. Vous savez ce qui arrive quand on est en question d'isolation sensorielle? Eh bien, ce qui arrive, c'est que la proprioception, l'intensité des sensations internes est décuplée, voire plus. Ça amène à des états émotionnels qui sont presque similaires à des états dans lesquels on peut rentrer quand on est avec des plantes psychédéliques. Psychédéliques, entre guillemets, ça veut dire révélateur d'âme. Donc, des plantes maîtresses ou des choses comme ça. Ou quand on est en respiration holotropique. C'est ce que j'appelle l'intensité qualitative. Si j'enlève tout ce qui est superflu et que je laisse plus qu'une seule ou deux choses, j'en arrive à une intensité qualitative. Et ça, c'est vraiment intéressant d'aller l'expérimenter. Donc, la respiration profonde, elle n'est pas intéressée par la quantité d'air expiré. Chacun le fait avec sa capacité. Quelqu'un qui est asthmatique peut le faire. Quelqu'un qui est épileptique peut le faire. Quelqu'un qui récemment, il y avait une fille qui était venue en un stage qui avait une maladie des poumons qui s'appelle, je ne me rappelle plus, la mucoviscidose, merci, qui fait que les muqueuses s'épaississent dans le poumon et que du coup, il y a du mal à respirer intensément. Et elle est venue et elle a bien profité de ce stage parce que, quelle que soit l'amplitude de ma respiration, je peux la pousser au maximum de ce que je peux faire. Je ne vais pas chercher à aller plus loin. Et du coup, quand je fais ça, j'ai encore tout ça à vous dire. OK. Quand je suis en hyperventilation, ce qui se passe, c'est que ma conscience normale, celle qui normalement essaye de limiter l'ensemble des choses qui pourraient me déborder ou faire que j'ai l'impression de ne pas bien maîtriser ma vie, ma conscience normale, elle est elle-même débordée par le flux d'informations qui viennent à elle parce que j'ai enlevé des couches et j'ai bloqué certains mécanismes et du coup, j'ai tout mon intérieur qui revient. C'est vraiment cathartique, en fait. C'est quelque chose qui est, si vous voulez, le contraire de la méditation. Pas vraiment, mais la méditation, je cherche à poser le plus possible mon mental, certes,
mais mon énergie aussi. Dans la méditation, je suis plutôt dans un mouvement peut-être d'apnée basse le plus possible, où je cherche à poser, surtout quand je fais par exemple Vipassana, où vraiment là j'enlève toutes les couches, mais je cherche à poser le plus possible le truc. Et surtout, je suis en association. C'est-à-dire, je suis le plus pleinement possible, à chaque instant, associé à ce qui se passe en moi, mais en étant vraiment le plus calme possible. La respiration anthropique, c'est pas ça, parce que je vais être agité. L'hyperventilation va m'agiter. Il y a une musique forte, rythmique, chamanique, émotionnelle qui va m'agiter. Mais la respiration profonde, c'est pas non plus un état hypnotique où, dans l'état hypnotique, on cherche à me dissocier de ce qui se passe en moi pour que le corps lui-même fasse son truc de son côté pendant que la conscience, elle est occupée ailleurs. L'hypnose ericksonienne. Dissociation. Là, dans la respiration anthropique, je ne suis pas dissocié, puisque je suis vraiment associé à ce qui se passe en moi, mais je ne suis pas calme. Je suis loin d'être calme. Donc, vous voyez, c'est vraiment une association à un débordement que je ne peux pas vraiment contrôler. Et c'est intéressant de voir que je suis débordé par des choses que je ne peux pas contrôler et que peut-être c'est OK. C'est OK pour moi d'être débordé par des choses que je ne peux pas contrôler. Et c'est important aussi de pouvoir accepter ça, parce que dans la vie, ça va me servir. Alors, je vais peut-être passer rapidement sur l'inventeur de la respiration holotropique, Stanislav Grof, juste pour vous dire deux, trois choses. C'est que Grof, c'est un psychiatre à la base, il est tchèque. Et dans l'hôpital où il est, à Prague, il s'occupe de psychotiques. Et à l'époque, c'est autorisé, c'est dans les années 50-60. Et il prend la décision d'administrer chaque semaine à ces malades psychotiques sans leur accord, on s'en fout, ils sont psychotiques, hein, une dose infime de LSD pour pouvoir les amener à faire des régressions dans l'enfance de manière cathartique. C'est-à-dire qu'ils le vivent assez mal en général parce qu'un psychotique, il n'est pas psychotique pour rien non plus, hein. Il lui arrivait plein de choses dans sa vie qui n'ont pas été super cool. Il s'est fait déborder lui-même par le contenu de sa conscience et de son inconscient. Donc, le LSD va lui faire vivre des choses vraiment douloureuses. Et l'idée de Grof, c'est que avec l'expérience LSD, eh ben, il va revenir petit à petit vers le traumatisme originel de son enfance qui a marqué ensuite l'asphyxie de toute une vie, la sclérose respiratoire sur un truc, un événement dont je ne peux me souvenir, mais qui conditionne tout le reste. Et Grof, il va réussir à faire des choses assez intéressantes avec le LSD. Et puis ensuite, il va être appelé aux États-Unis pour travailler avec des malades en phase terminale de cancer, avec là un programme volontaire, des malades qui acceptent quelques semaines avant leur mort de prendre une dose de LSD. Et l'idée, c'est est-ce que ça va modifier leur perception de la mort que de leur faire prendre cette dose de LSD. Donc, c'est quand même assez poussé comme expérience, hein. Le problème, c'est que le LSD est interdit à partir de, je crois, des années 70, 73, je crois. Il est interdit parce qu'il y a eu plein d'abus et de déviances aux États-Unis. Il y a eu le mouvement de la jeunesse et puis il y a eu tous les problèmes liés à l'abus du LSD. Et du coup, Grof, tout son programme de recherche est cassé en deux. Et donc, il va remplacer l'usage des psychédéliques par la respiration holotropique. En disant, je vais chercher par la simple respiration à provoquer un état qui pourrait amener les mêmes régressions dans l'enfance, qui pourrait amener les mêmes mouvements expiatoires, cathartiques qu'avec certaines drogues, et tout ça sans aucune drogue. Déjà parce qu'on sait que le corps synthétise naturellement certaines des substances proches du LSD, par exemple la DMT, que le corps la synthétise aussi et que du coup il a ses propres outils de pétage de câble sans problème. Et puis ensuite parce que avec l'hyperventilation, je perds assez vite le contrôle quand même. Donc c'est ça que Grof a appelé la respiration holotropique, holos, tropos, qui peut m'emmener en tout lieu, qui peut m'emmener n'importe où. Je ne sais pas où ça va m'emmener. Holos, tropos. Et pour vous dire un peu quelques formes que peut prendre la respiration holotropique, premièrement, au niveau sensoriel, c'est assez intéressant, ceux qui l'ont déjà expérimenté pourront en témoigner, de voir que c'est comme si vous voulez, si quand je m'hyperventile, vous pouvez le faire si vous voulez quelques secondes, mais pas plus, parce que je n'ai pas envie de vous voir convulser derrière votre écran sans protection. Mais si je m'hyperventile, c'est comme si toutes mes cellules, l'espace d'un instant, faisaient une grosse teuf parce qu'elles sont pleines d'oxygène, presque plus qu'il en faut, et ça brûle. C'est vraiment le feu, hein. C'est vraiment le feu de l'apnée haute là, qui revient dans l'hyperventilation et qui fait que j'ai des sensations de vrombissement. Moi, ça fait comme un moteur d'avion qui est en train de décoller,
et ça pulse dans tout le corps, ça pulse beaucoup dans les poignets, ça fait des décharges électriques, c'est vraiment le feu. Par contre, si j'ai des blocages ici et là, je m'en aperçois tout de suite. Ça fait des tétanies. La tétanie, c'est le corps qui dit là, l'énergie ne doit pas circuler. Et c'est comme quand j'essaie d'expirer, comme tout à l'heure disait Nathalie, et que j'arrive pas à partir d'un certain moment, c'est douloureux. Bah, la tétanie, c'est vraiment la même chose. C'est souvent que ça arrive dans les mains. C'est un problème avec l'action, avec le fer. Ça peut arriver aussi dans les joues, dans la bouche. Alors là, il y a un gros problème avec le fait de dire les choses. Et donc, je suis tétanisé. Et il y a des gens qui peuvent, pendant 10 minutes, un quart d'heure, être tétanisés sous l'effet de la respiration. Parce que le corps, il réagit à l'hyperventilation en disant « tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de ressentir ça. Tu n'as pas le droit de ressentir cette énergie-là. » C'est vraiment comme si vous aviez une montée de Kundalini subite sans être prêt. Tu n'as pas le droit. C'est pas OK. Tu n'as pas le droit. Et du coup, c'est tétanie. Sauf que la tétanie, c'est une phase de la respiration. Elle ne dure jamais très longtemps. Au bout de 10-15 minutes, certains, ça peut durer jusqu'à 1 heure peut-être. Je vais passer l'étape si je l'ai accueilli et si je l'accompagne, si je sais que je risque rien. Je vais passer l'étape de la tétanie, je vais arriver dans une autre étape. Et puis, je peux avoir, voilà, je passe assez vite là-dessus, mais plein de perceptions visuelles, auditives, proprioceptives, que je peux aussi trouver dans certaines expériences de mort imminente ou dans certaines extases, des expériences du coup d'expansion du corps, etc., etc. Au niveau émotionnel, ce que je peux vivre quand j'accepte de respirer pleinement, autrement dit de faire ce que jamais je ne fais dans ma vie de tous les jours, le contraire du masque, ce que je suis en train de vous dire. C'est pas cacher votre respiration, c'est allez-y, prenez votre air. Au niveau émotionnel, c'est clair que la première chose qui m'arrive, et ça c'est toute une phase, la respiration en général c'est 3-4 heures, c'est une phase de décharge émotionnelle assez intense. Ça peut être des cris, des pleurs, du rire, plein de choses qui sont vraiment un peu comme dans la méditation dynamique d'Osho, que peut-être certains connaissent. La méditation dynamique, la deuxième phase, c'est cathartique. C'est que j'expulse toutes les émotions qui me viennent là et je prends, il dit Osho, tu prends une serviette, tu fais un nœud et tu tapes quoi. Tu tapes par terre, tu tapes par terre. Eh ben, c'est ça. Alors vous allez me dire, oula, mais c'est quoi ce truc de barbare? Ouais, mais c'est ce qui est là en moi. Et c'est OK qu'à un moment donné, je m'autorise à vider ce qui est là en moi, à déposer ce qui est là en moi. Si je ne le fais pas dans ma vie de tous les jours, en expirant, il faut que je le fasse de cette manière-là. C'est comme une expiration, mais en mode ouragan. Et puis, donc c'est effectivement aussi là que je vais vivre très souvent, je revis des scènes de mon passé, ce que Groff appelle la biographie. Je refais ma biographie, et je vais voir dans mon enfance. Et puis alors des fois, je peux aller voir vraiment dans ma petite enfance. Et un truc que j'avais totalement zappé, il revient, bla, juste là maintenant. Et parfois, ça peut être la naissance que je revis. Et c'est OK, ça arrive quand même plus souvent que ce qu'on pense. Ce qui a donné naissance, pour ceux qui voudraient me poser la question tout à l'heure, au rebirth, qui est inspiré de la respiration holotropique. C'est le fils de Jodorowsky, le réalisateur chilien, qui a inventé le rebirth en s'inspirant donc de la respiration holotropique et en mettant en place un mouvement de respiration continu comme ça, qui fait que je vais aller jusqu'à rebirther, revivre ma naissance. Mais en fait, c'est quelque chose que je revis, que je veux revivre assez fréquemment d'une manière ou d'une autre en respiration holotropique, cette renaissance-là. Mais pas que. Je peux, des fois, il y a des gens qui vont revivre des vies antérieures, des choses comme ça. Alors moi, en philosophe, j'ai un principe de base, c'est je ne vais pas chercher à savoir si c'est vrai ou pas ce que tu as vécu. C'est juste parce que ça t'est utile, toi, aujourd'hui, de vivre cette expérience. Et du coup, l'impact émotionnel et l'impact dans la vie de l'expérience qui a été vécue par la personne est la seule preuve pour moi de l'utilité de ce qu'il a vécu. Ok, tu as vécu que dans une ancienne vie, tu es mort brûlé sur un bûcher. C'est pas moi qui vais te dire que c'est de la connerie, que c'est une hallucination. C'est pas moi non plus qui vais te dire qu'effectivement, tu as vécu ça. Ce que je vais te dire, c'est que ce que tu as vécu là, c'est à toi de décider si c'est vrai ou faux en fonction de l'utilité que ça a dans ta vie, en fonction de ce que ça te permet de changer dans ta respiration de vie. C'est à toi de décider ça. Comme quand je fais une constellation, c'est pas moi qui l'ai fait, mais quand je participe à une constellation, ma chérie Sophie est constelleuse familiale, on ne demande pas aux gens si c'est vrai ou pas ce qu'ils vivent pendant la constellation. C'est juste, est-ce que ce qui vient, ça te parle? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça t'impacte? Est-ce que ça te bouge? L'idée, c'est de se faire bouger.
Voilà. Et au niveau spirituel, en respiration holotropique, eh ben, ça m'arrive très souvent de vivre des élargissements de conscience du domaine de l'empathie, de la sympathie. Donc, la sympathie, c'est la frontière de l'empathie. C'est quand je commence à souffrir moi-même vraiment dans mon corps de ce que je vis l'autre. Ça commence à être un peu trop intense. Et là, ça commence à être embêtant. Donc, c'est vraiment quand la distinction entre moi et l'autre, elle s'est atténuée au point que je n'ai plus l'impression de la voir. C'est le fait de tomber dans la sympathie. Ça peut être de la télépathie. Je me rappelle un gars en séance de respi qui nous avait dit à la fin, là, lors du partage, qu'il était pendant sa respi en train de vivre ce que chacun de nous vivait. En tout cas, ce qu'il s'imaginait. Je ne sais pas s'il était en chacun des autres. Mais en tout cas, pour lui, il y avait une espèce de communion avec chacune des autres personnes. Voilà, ça peut être le fait de s'identifier à des personnages de la mythologie, des personnages de son existence, des personnages que l'on admire. Ça peut être des énergies, ça peut être des animaux, ça peut être des plantes, ça peut être des pierres. Ça peut être vraiment plein de choses. Encore une fois, je laisse à chacun le loisir et la croyance de savoir jusqu'où il a envie de pousser l'identification dans laquelle il est rentré avec ce qu'on appelle la réalité. Qu'est-ce que j'appelle la réalité ? Très honnêtement, je vais vous le dire sincèrement, après toutes les expériences que j'ai pu faire, ce que j'appelle la réalité, c'est extensible, très extensible. Voilà, donc pour conclure sur l'usage de la respiration holotropique et puis avant tout sur la philosophie de la respiration, juste un petit mot avant d'arriver à la slide suivante. On pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que je m'oblige ou pourquoi est-ce que de manière masochiste, je me fais vivre une expérience telle que celle que je peux vivre en respiration holotropique, en respiration profonde, qui peut être très belle, mais qui peut être aussi très douloureuse. Pourquoi j'irais jusqu'à me faire vivre ça? Mais parce que tu respires pas assez dans ta vie normale et tu le vois à tous les problèmes qui s'accumulent. Si jamais tu acceptais un peu plus de te laisser inspirer et de ne pas chercher à contrôler avec ta pensée, si jamais tu acceptais un peu plus d'expirer, de mourir à quelque chose que tu es, j'adore ce concept-là de la mort à quelque chose. Quand je meurs à quelque chose, je décide de l'abandonner. Si tu acceptais un peu plus de faire ce mouvement de mort à quelque chose, si tu acceptais un peu plus ces phases d'apnée basse dans lesquelles tu n'as plus d'énergie, si tu arrivais à ne pas maintenir trop longtemps ces phases d'apnée haute dans lesquelles tu es au taquet, peut-être que tu n'aurais pas besoin à un moment donné de décharger tout le contenu qui s'est accumulé dans ton inconscient. Voilà. Et du coup, la respiration, pour moi, la première chose, c'est de comprendre que c'est un processus cyclique. Cyclique, ça veut dire, vous vous rappelez, ça veut dire que c'est vraiment la roue médecine des chamans, la roue médecine qui passe par ces 4 phases. Cyclique mais dynamique. Et dynamique, ça veut dire que jamais je ne serai au même endroit dans ma respiration. J'avance en spirale. Reproduction, des choses à l'identique, mais non, pas à l'identique parce que j'évolue entre chaque moment, chaque étape du cercle. Ancrage et déséquilibre. La respiration me sécurise par le rythme et en même temps m'insécurise parce que à chaque respiration, je vais vers ce que je ne suis pas encore. Je meurs à ce que j'étais. Ensuite, l'apnée, c'est les 2 apnées, parce qu'il faut bien les distinguer, c'est vraiment des phases importantes de la respiration qu'on a tendance à trop oublier. Et c'est des phases importantes parce que, c'est, je dirais, presque la respiration de la respiration. Vous voyez, l'apnée basse, c'est le fait d'accepter de faire une pause dans la respiration. L'apnée haute, justement, c'est le contraire. C'est la pause volontaire que je fais parce que j'ai envie de garder encore quelques instants ce que j'ai. Donc, c'est encore une pause. Et donc, ça peut être très intéressant. Mais il faut voir aussi que l'apnée, si jamais je lui donne trop d'importance, ça va à l'asphyxie, haute ou basse. Et l'asphyxie, c'est l'incapacité à renouveler la respiration, à renouveler l'air. 3e point, respirer, donc, c'est accepter la vague que je vous ai montrée avec la terre, le flux et le reflux, le donner et le recevoir, le vide et le plein. Donc, chacun avec son rythme, chacun avec ses cycles, chacun avec ses saisons, accepter de faire ce balancier. Et en fait, c'est pas être borderline, c'est pas être maniaco-dépressif,
que d'avoir des phases d'aller-retour comme ça. On pourrait dire que la maniaco-dépression ou l'hystérie ou d'autres choses comme ça sont des hyperboles d'un mouvement qui n'a pas pu se faire. Et qui, s'il n'a pas pu se faire, vous savez, c'est la cocotte minute, s'il y a trop de pression, ça explose à un moment donné. C'est pareil pour la bouteille de champagne, vous la secouez dans tous les sens, mais vous voulez garder à l'intérieur ce qu'il y a, ben ça pète. Et du coup, ces mécanismes-là, qui sont névrotiques ou qui sont psychotiques, c'est juste des pétages de câbles liés à un refus de la respiration. Si j'accepte ma respiration, je n'aurais pas à en arriver là peut-être. Et puis enfin, parfois j'oublie de respirer. Et du coup, la respiration profonde, pour moi, c'est un outil parmi d'autres pour pouvoir revenir à sa respiration, retrouver sa respiration, reprendre contact avec le mouvement de flux et de reflux dans sa vie. Et donc, effectivement, ça brûle, ça pique, ça fait mal. Mais c'est peut-être nécessaire des fois. Voilà. Avant de vous redonner la parole, je vais couper les slides. J'avais juste quelques 2-3 points à vous dire. Si vous voulez aller un peu plus loin, sur mon site, patricksorel.com, du coup, vous avez un article que j'ai écrit il y a un moment déjà. Oh non, pas si vieux que ça, 2019, sur Groff et la respiration holotropique. Il n'est pas très très long, il doit faire 15 minutes de lecture. Puis 2-3 vidéos que vous retrouverez sur Internet pour vous montrer. Donc, il y a une vidéo sur mes expériences de respiration holotropique, c'était il y a quelques années. Et puis une émission à la radio sur la respiration holotropique. C'était l'année dernière, je crois. Donc, c'est voilà, des choses pour pousser un peu plus loin votre découverte si vous êtes curieuse, curieux. Et puis, oui, pour vous dire que samedi 12 décembre, il y a une première journée de respiration holotropique, pas une première, mais une première depuis, je sais pas, je dirais septembre, parce que du coup, avec confinement, machin, tout ça, c'était devenu plus difficile. Donc là, c'est fait, elle est programmée toute la journée. C'est à 20 minutes de Grenoble, donc samedi 12 décembre. Si vous voulez participer, vous pouvez me contacter, sachant que quand je fais des journées de respi, il n'y a que 6 personnes à chaque fois. 6, ça fait ça. Et là, en 12 décembre, il y a déjà 4 places qui ont été prises, donc il n'y a plus que 2 places, mais il y a aussi une autre journée qui est prévue le 9 janvier. Voilà, pour les hommes, je ne sais pas combien ils sont, qui font partie de cette conf, j'organise aussi sur Grenoble des cercles d'hommes autour des 5 blessures de l'enfance. Abandon, rejet, humiliation, trahison, injustice, qui sont les 5 blessures de Lise Bourbeau. Et l'idée, donc, c'est de se mettre en cercle, comme les cercles de femmes, et de pouvoir mettre de la lumière sur ce que l'on vit. Et puis les stages au centre de la relation avec ma compagne Sophie, du coup, qui est, elle, spécialisée dans les constellations familiales et systémiques. Et donc, on fait des stages où on mêle respiration et constellation. Le prochain stage de 4 jours, pas 3 jours, c'est en mars, 18 au 21 mars. Et cet été, il y a un gros stage d'une semaine avec les dauphins. C'est Patty, une Belge qui fait des stages avec les dauphins, qui travaille avec moi ce stage-là. Donc, ce sera une semaine sur un bateau en mer Rouge et on aura donc des temps de respiration, de constellation et aussi à la rencontre des dauphins qui nous apprennent à respirer autrement. Voilà. Bonne soirée, une bonne fin de soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup, Patrick. Et voilà. Et si vous pouvez en retenir une chose, c'est de mettre de l'attention sur votre respiration. Autrement dit, de delphiniser un peu. Parce que c'est un truc de fou de s'imaginer qu'un dauphin a besoin sans cesse de rester attentif à son mécanisme respiratoire. Sinon, il se noie. Voilà. Et non, mais c'est vrai. Hein. Et en fait, juste avant de finir, je vais vous quitter sur une note triste. Une des manières qu'ont les dauphins de se suicider, et ça, c'est pas une blague, notamment quand ils sont en captivité dans des aquariums, c'est en s'arrêtant de respirer. Et ils le font très bien, c'est super simple. On ne pourrait pas faire ça, nous, les humains. Il faut qu'on se mette un sac sur la tête. Ils s'arrêtent de respirer, c'est-à-dire ils sont en apnée basse, ils ne reprennent pas l'inspire et ils se laissent mourir. Et ça arrive. Et c'est à la fois tragique et impressionnant de voir qu'ils ont cette responsabilité par rapport à la respiration, qu'on n'a pas. Mais peut-être qu'on peut la gagner un peu, cette responsabilité, en conscientisant un peu plus sa respiration. Voilà.
Bonne soirée, bonne fin de soirée, bonne nuit. Yes. Merci.